l'art, ça sert à rien. J'étais conditionné à ça. Je me fais attraper une deuxième fois pour des faits bien plus graves. C'était pour le braquage d'une bijouterie. Ok. Et je suis condamné à 10 ans. Ok, t'as pris une décennie comme ça. C'est un gardien de prison qui arrive dans ma cellule, qui me voit dessiner et qui dit « Mais c'est quoi ce don? Mais t'as de l'or dans les mains, mais tu devrais en faire quelque chose. » Moi, je pensais que j'étais bon à rien. Et en fait, il s'avère que j'avais déjà tout en moi. Le trésor, il était déjà en moi. Ouais, l'équipe, moi c'est Ahmad et j'ai créé le média Banlieusards Nouveau, le média du peuple. Un média né pour changer les représentations et faire émerger de nouveaux rôles modèles qu'on ne voyait pas assez. Dans chaque épisode, on ira à votre rencontre pour raconter une nouvelle histoire. Si vous avez la vision, montez dans le train et abonnez-vous l'équipe. Ouais l'équipe, Banlieusards Nouveau, c'est comment les gars? Ça va ou quoi? Ça se passe? Aujourd'hui on est en direct de Porte d'Ivry au spot 13 avec le bon vieux Berthé. Berthé, c'est comment? Ça va ou quoi? Ça va très bien et toi? Ouais, on est là mon ref, tranquillement. Impeccable. Ça se passe. Déjà merci franchement d'avoir accepté l'invitation. Ça fait déjà un bon 2 ans Ouais. qu'on échangeait un petit peu et tout à distance. Comment est-ce que toi tu pourrais te présenter aujourd'hui Berthé? Ben, moi, je me présente en disant que je m'appelle Berthé One. Je suis auteur de bande dessinée, je suis street artiste, graffeur et puis plein d'autres choses. Plein d'autres choses Ouais, artiste. dont on parlera tout à l'heure. Mais N'est-ce pas? le jeu envoie la chandelle, donc restez l'équipe. Berthé, tu nous as ramené ici aujourd'hui au spot 13 à Porte d'Ivry. Je t'avais demandé de choisir un endroit iconique pour toi. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce lieu? Alors le spot 13, tout simplement parce que c'est un lieu mythique parisien où on parle de graffiti. Je fais partie des premiers en fait à avoir peint dans ces lieux. Exactement, ça a été à la suite du gars qui a l'origine de cet endroit, qui s'appelle Joko, qui m'a appelé. C'est un terrain vague, il m'a dit « Berthé, en bas de chez moi, là, il y a un terrain vague, il faut absolument que tu viennes peindre. » Et donc, c'est comme ça que je suis venu peindre avec des potes. Et aujourd'hui, ben, on peut voir ce que c'est devenu. Il y a les copains qui peignent, il y a des inconnus. C'est devenu un endroit qu'on ne peut pas louper, en fait, sur Paris. Franchement, très bel endroit avec de belles œuvres d'ailleurs. Berthé, toi, tu as grandi à La Courneuve. Aujourd'hui, voilà, tu es dans le graffiti, tu es dans l'art et tu es même un artiste international. Voilà, on va dire que on connaît le début, on connaît la fin. Moi, l'objectif de la journée, ça va être de te suivre un peu en immersion, que tu nous racontes un peu tout ce qui s'est passé entre. C'est quoi le programme aujourd'hui? Alors le programme, déjà, c'est qu'on va se faire une petite promenade à l'extérieur. Ok. On est au spot 13, mais on va rejoindre les quais de Seine. On va aller en bas de la Cité de la Mode, où il y a des œuvres, du graffiti. Et ensuite, on va aller se réchauffer dans mon atelier. Il était comment le petit Berthé? Ah, le petit Berthé, c'était quelqu'un d'introverti. C'était quelqu'un, j'ai toujours été un rêveur en fait. Je suis issu d'une grande famille et j'étais celui qui, lorsque tout le monde était rassemblé dans le salon, eh ben moi j'étais dans ma chambre. Et tu sais ce que je faisais? Non. Je dessinais. Donc déjà, ça a commencé. Ouais. Et pour toi, le dessin, c'était quoi? Est-ce qu'on peut dire que c'était peut-être quelque chose qui permettait de t'évader? Alors pour moi, le dessin, ça a été, et ça l'est toujours d'ailleurs, un échappatoire. Ok. J'avais même plus que c'est un exutoire en fait. C'est un éditeur. Pour Ok. moi, c'est mon moyen d'expression. Tout ce que j'ai en tête, il faut que je le balance. Au niveau scolaire, j'ai toujours été un enfant qui avait des facilités à l'école, mais facilités inexploitées. Ok. Par contre, effectivement, j'étais un rêveur, j'étais déjà un artiste dans l'âme. Et quand tu grandis dans une famille africaine, pour ceux qui savent, nous-mêmes on sait, Ouais. c'est arrête tes bêtises et va faire tes devoirs. Quand on me voyait dessiner, tu vois. Ouais. Mais bon, ça a changé. Ça a changé aujourd'hui, Dieu merci. Toi, c'était quoi ton rêve quand tu étais petit? C'est-à-dire que quand tu étais petit, quand on te demandait, tu voulais faire quoi plus grand? Wow, moi, mon rêve, ça a toujours été d'être dessinateur. Pour te dire, tu sais, moi, je suis de la génération du Club Dorothée. Ok. C'est-à-dire que je regardais la télé et je voyais à l'époque Cabu qui dessinait à la télé. Il dessinait en direct et moi, j'avais les yeux comme ça. Je me disais, waouh, c'est trop bien. C'est ce que je veux faire. Le problème, c'est que quand mes parents me voyaient dessiner ou quand on me posait la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et que je répondais, je voudrais être dessinateur. Mes parents me disaient, arrête tes bêtises, choisis un vrai métier. Mais mes profs me disaient, mais arrête tes bêtises aussi, tu vois. Donc pour moi, c'était quelque chose qui était impossible. Donc c'est-à-dire que même les profs, pour eux, c'était pas un vrai métier pour toi? Ah non, mais c'est clair. Pour les profs, dessiner, c'était pas un vrai métier. C'était un hobby, c'était une passion, mais ça, c'était pas un métier. Ok. Aujourd'hui, bah, finalement, tu as réussi quand même, mine de rien, à y arriver, mais on va dire que ton parcours, il a été assez long, assez compliqué. C'est vrai que j'ai grandi dans un quartier dur, j'ai grandi au 4000.
j'ai grandi à La Courneuve. J'ai toujours été un garçon gentil, mais ça allait vite dans ma tête en fait. Ok. Et j'avais une obsession, c'était de gagner des sous. Ok. Donc très jeune, j'ai fait des petites conneries, des conneries d'enfant pour gagner des sous en fait. Pour être clair, je volais des vélos et je les revendais au grand du quartier. Ok. Malheureusement pour moi, de fil en aiguille, et ben comme on dit, qui vole un œuf vole un bœuf. Et donc je finis par percer des coffres forts, par braquer, et puis surtout je finis par la casse-prison. T'es allé combien de fois en prison? En fait, j'ai été 2 fois en prison dans ma vie. Ok. Pour tout te dire, la première fois, j'avais 18 ans et j'étais condamné à 1 mois de prison. Et j'étais jeune et je connaissais la prison avant d'y aller, tu vois, à cause de tous les grands frères du quartier qui sortent, qui nous racontent. Ouais. Et du coup, j'arrive en prison. J'y vais pour un vol de voiture. Je suis avec des copains et on s'est fait arrêter pour un vol de voiture et on est passé en comparution immédiate. Ok. Et on était 4. Le truc, c'est qu'on est passé comme dans les films, un par un devant la juge. Et le premier, il avait un casier judiciaire chargé, elle l'a condamné à 18 mois ferme. Le deuxième, son casier était moins chargé, elle l'a condamné à 8 mois ferme. Et le troisième, c'était moi. Et moi, j'arrive, casier vierge. Je suis un enfant qui sait s'exprimer, qui va à l'école, qui a des bons résultats. En gros, elle se dit, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais moi, j'étais tellement insolent, c'est-à-dire que dans mon attitude, je savais que, comme je le disais, je connaissais déjà la prison avant d'y aller. Et donc je savais que pour un vol de voiture, à l'époque, j'irais pas en prison, je me ferais taper sur les doigts, j'aurais très certainement des tiges, du TIG, ou une amende, ou quelque chose comme ça, mais j'irais pas en prison. Et donc, dans mon attitude, je suis un peu insolent, c'est un peu dépêche-toi de me mettre ma peine, de toute façon, j'irai pas en prison, laisse-moi sortir. Je l'ai pas dit, mais dans mon attitude, j'étais un peu... C'est ce qu'elle a compris. Et la juge me regarde, elle dit, lui, il faut le bloquer maintenant. Et elle me condamne à 1 mois de prison. Et elle me dit, tu iras dans une des prisons les plus dures de France. Et elle me dit, tu vas à Fresnes. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que j'ai beaucoup de famille dans le 9-4. Et moi, je fais partie de ces enfants qui ne partaient pas en vacances. Et mes vacances, c'était dans la famille. Okay. Et donc, j'arrive dans la prison et je connais déjà énormément de monde. Et ce qui devait être pour moi une tape sur les mains, ce qui devait me faire peur, eh ben en fait, c'est devenu l'école du crime. Ça m'a pas du tout fait peur. Alors, ça m'a pas réconforté parce que c'est quand même la prison. Mais effectivement, c'était 1 mois de prison et je suis resté 3 semaines en fait. Et le truc par contre, c'est que je pense que ça aurait été plus judicieux de m'obliger à retourner à l'école, à suivre une formation, plutôt que d'aller en prison à cet âge-là. Et donc le fait d'aller en prison pendant 3 semaines et d'être confronté à des personnes beaucoup plus dures, en fait pour moi c'était l'école du crime. Malheureusement pour moi, j'arrive et en fait, il y a les grands du quartier, il y a les grands d'ici et là et tout ça. Et donc pour moi en fait, je me retrouve 3 semaines enfermé avec des mecs que je connais et surtout j'apprends. Moi j'arrive pour un simple vol de voiture et je suis là avec des braqueurs de vol, avec des voleurs, etc. Et du coup avec différents moyens de gagner des sous. Et donc pour moi en fait ça m'a pas du tout fait peur. Mais comme on dit, le temps a continué, je ressors, je continue mes conneries, j'irai même plus, je monte les échelons et puis je me fais attraper une 2e fois. Mais cette fois-ci c'est sur un braquage. Est-ce que on peut dire que le fait qu'on ne t'ait pas encouragé dans cette voie-là, toi, tu as pris une autre voie par défaut? Alors, je pense que tu es dans le vrai. Un jeune qui a une passion, qui grandit dans un quartier, et s'il n'est pas poussé, s'il n'est pas soutenu, c'est compliqué. Un jeune qui tourne en rond dans son quartier, il finit bien souvent par faire des conneries. Mais il faut dire une vérité, c'est quand on fait des conneries, quoi qu'il arrive un jour, il faut payer l'addition. Tôt ou tard, ouais. Et donc, du coup, comme tu disais, tu te fais attraper une 2e fois. La qualité de la peinture, là, c'est vraiment pas mauvais. L'équipe. Bon, là, on vous spoil encore un petit peu. Tout à l'heure, là, un peu plus tard, on va venir ici, à l'atelier de Berthé. Mais avant tout, on n'est pas là pour ça, là. Berthé a quelque chose à vous dire. Salut l'équipe, je voulais juste vous dire, YouTube nous le dit. Apparemment, vous êtes nombreux à regarder les vidéos. Par contre, vous n'êtes pas encore abonnés. Alors, cliquez, abonnez-vous. Je me fais attraper une 2e fois pour des faits bien plus graves. C'était pour le braquage d'une bijouterie. Okay. Et je suis condamné à 10 ans. Ok, t'as pris une décennie comme ça. C'est ça. Et c'est là où je me dis, mince, en fait, là c'est sérieux.
Et je me dis que quand j'y pense, en fait, il est vraiment temps de passer à autre chose. À l'époque, j'avais 29 ans. J'ai toujours su, en fait, que j'étais loin d'être bête. Et je me dis, ben, si je suis vraiment intelligent, quand je sors d'ici, je ressors gagnant, en fait. Et donc, j'écoute les conseils de mes parents, en fait. Ok, mais attends, parce que là tu vas vite, mais donc, du coup, de tes 18 à tes 29 ans, on va dire que tu étais dehors. Est-ce que tu étais actif ou tu étais plutôt, de temps en temps, dès qu'il y avait des opportunités, tu allais et... Honnêtement, j'étais hyper actif. Ok, donc tu as tenu une décennie quand même sans te faire prendre. Ouais, une décennie sans me faire prendre. Alors avec différents risques, hein, c'est-à-dire que plus d'une fois j'ai failli me faire prendre, j'ai des potes qui se sont fait prendre, moi je ne me faisais pas prendre. C'est vrai que tu vois, tu m'en parles comme ça, mais j'y avais jamais pensé. C'est vrai que je suis resté une décennie à faire des conneries sans me faire choper. Et quand j'y pense, c'est dingue, quoi. Ouais, moi je trouve ça fou quand même, tu vois, c'est 10 ans. Donc ça veut dire que, mine de rien, quand on regarde et qu'on fait le parallèle, tu as 10 ans d'activité et t'as pris 10 ans, tu vois. C'est vrai. Et comment est-ce que tu gères ça? Parce que, tu vois, là tu le dis comme ça, maintenant t'es dehors, Dieu merci, ça brille, tu vois. Mais à 29 ans, tu prends 10 ans, tu te dis, quand je vais sortir, j'aurai presque 40 ans. Comment tu vis ça? Ben, honnêtement, moi déjà, je me dis qu'il faut que je vive l'instant présent. Il faut que je regarde de loin devant, mais que je vive l'instant présent. Et ce que je me dis, c'est que je me rappelle des conseils de mes parents. Avec mon père, en fait, mon père et ma mère qui nous ont toujours prodigué des conseils à tous les frangins et moi. Ma mère nous a toujours dit, pour vous en sortir dans la vie, rien de mieux que les études. Et donc les garçons, les filles, foncez dans les études et ce sera plus facile pour vous en sortir. Et puis mon père, lui, c'était pas les études. Mon père, pour lui, les études, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des personnes, effectivement, qui pourront s'en sortir grâce aux études, mais le principal, c'est de bosser. Et peu importe le travail que tu feras, le principal, c'est fonce et tu peux aller très loin. Ok, donc c'est-à-dire que ça c'est étonnant ça, parce que c'est plus rare. En général, les parents, c'est école, tu vois. Et surtout pour ton père qui, lui, du coup, a fait des études, tu vois, t'explique qu'il était statisticien. Donc, ok. Et donc, c'est ce que tu fais quand tu rentres là-bas? Tu bosses? Alors, je suis en prison et je me dis, ici, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est vrai que dans les établissements pénitentiaires, on peut suivre des formations, certaines personnes peuvent travailler. Et moi, je savais que c'était pas pour moi. Parce que moi, je sais que je suis un cérébral. Et donc, ce qu'on nous proposait en prison, c'était plus des métiers, en fait, de manutention, en fait. Et donc, je décide d'écouter les conseils de ma mère, à savoir reprendre mes études. Et donc, je passe un bac que j'obtiens. Je continue avec un BTS. Et surtout, je reprends ma passion. Ma passion, c'était le dessin depuis tout gamin. Et quand je me mets à dessiner, les gens voient comment je dessine et me disent « Mais attends, mais... avec ce talent, qu'est-ce que tu fais en prison ?» Et c'est mes potes qui me disent, nous, si on avait ce talent, Berthé, nous, on ne serait pas en prison, nous. Nous, on en aurait fait quelque chose. Je les écoute, mais je me rappelle de ce que me disaient mes parents, ce que me disaient mes profs, surtout. Et donc, pour moi, c'est laisse tomber. Jusqu'à un moment où c'est un gardien de prison qui arrive dans ma cellule, qui me voit dessiner et qui dit, mais c'est quoi ce don? Mais t'as de l'or dans les mains, mais tu devrais en faire quelque chose. Et c'est lui qui parle de mes dessins à la coordinatrice culturelle qui, elle, décide de m'inscrire à des concours. Et à chaque fois, j'enchaîne les concours et à chaque fois, je gagne les concours. Jusqu'au jour où il me propose de participer au Festival d'Angoulême dans un concours qui s'appelle Transmuraille. C'est un concours qui est fait pour les prisonniers, mais qui est jugé par les professionnels de la BD. Et c'est de là que des éditeurs, en fait, se battent pour me signer. Pendant que tu es encore au placard? Pendant que je suis en prison, ouais. C'est une dinguerie. Je reviens un peu là sur une chose que tu as dit plus tôt, c'est que quand tu es là-bas, quand tu es au placard, quand tu es en prison, les gars te disent si on savait faire ce que tu fais là, on ne serait pas ici. C'est-à-dire qu'ils te font un aveu de se dire en fait, tu n'avais pas le droit d'être là avec nous en fait, tu vois. Exactement. Et toi, ton réflexe, je te coupe, hein, désolé, ouais. Je vais juste au bout de mon raisonnement. Et toi,
le réflexe que tu as, c'est de repenser au fait que quand tu étais petit, on te disait que c'est pas un vrai métier. Exactement. Et donc tu balayes ça. J'étais conditionné au fait que l'art, ça sert à rien. J'étais conditionné à ça. Et en plus, grandir dans un quartier avec les grands du quartier qui font de l'argent, qui ont des belles voitures, qui partent en vacances quand ils veulent, qui sont bien habillés, etc. Pour moi, le principal, c'est de gagner de l'argent. Être artiste, c'est bien beau, mais d'après ce que j'entendais, eh ben, ça te mènera nulle part. Et donc, 1 + 1 = 2. Hein. J'ai été chercher l'argent. En fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que même après autant de temps, déjà quand tu rentres, tu avais presque 30 ans. Tu vois, c'est-à-dire que ce qu'on t'avait dit tout petit, ça t'a marqué au point même que même après autant d'années, et même après tant de reconnaissance, parce que du coup les gars reconnaissent ton talent, tu vois. Et toi, tu es le premier à mettre ça de côté. Il a fallu que du coup ce soit le surveillant qui te booste. C'est vrai. Alors ça a été d'abord effectivement ce surveillant, en fait, pour moi ça a été marquant parce que c'est lui qui remarque et il me dit t'as de l'or dans les mains. Mais il en parle à la coordinatrice. Et puis pareil, mes autres collègues à côté, les autres détenus, me disaient mais Berthé, abuse pas, tu dessines super bien, etc. Et en fait, à force d'entendre ici et là que j'ai du talent, que tu pourrais faire quelque chose, et à force de m'inscrire et à chaque fois gagner des concours, je me dis bah ouais, mais en fait je suis vraiment artiste, on dirait. Et puis quand je gagne le festival d'Angoulême, ce concours qui s'appelle Transmuraille, je me dis ah ouais non, en fait je suis artiste. Surtout quand les éditeurs viennent et font la queue et me proposent des contrats, je me dis là, il y a un coup à jouer, en fait, ne soyons pas bêtes. Tu t'es dit focus, ça y est. C'est ça. Et donc au final, est-ce que tu fais les 10 ans? Alors je suis resté 5 ans sur 10 ans, je suis sorti en conditionnel. Okay. Et donc voilà, il a fallu sortir et bosser. Et ce qui se passe, c'est que dès que je sors, le jour de ma sortie, on me propose ma première expo, rue du Faubourg Saint-Honoré, dans les beaux quartiers de Paris. Et c'est là où je me dis, mais en fait, je veux changer de vie. Et cette fois-ci, je vais me donner tous les moyens possibles pour bien faire les choses. Autant quand j'étais dans la rue, j'y allais à fond. Et ben cette fois-ci, je change mon fusil d'épaule et je vais y aller plus qu'à fond. Je sors de prison, je fais ma BD. J'ai tous mes potes du graffiti quand j'étais gamin qui me disent « Mais Berthé, enfin tu reviens dans l'art et tout ». Tu sais qu'aujourd'hui on est dans des galeries, mais moi je calculais pas trop, je savais pas, enfin j'avais pas peint depuis longtemps. Et c'est là où Joko m'appelle, me dit il y a un terrain vague ici. Et donc moi je refais mes armes dans la peinture ici. C'est pour ça que je reviens ici, il n'y avait pas tout ça là. Les bâtiments ils n'existaient même pas là. Et donc je me mets à peindre en fait. Ok. Je reprends le graffiti. Et mes potes me disent Berthé, c'est bien beau le graffiti dans la rue, mais c'est les tableaux maintenant. Berthé, tu m'avais aussi parlé tout à l'heure de poteaux que tu avais peints. Tu m'as dit que c'était sur lequel là, c'était vers là-bas. Exactement. En bas de la Cité de la Mode, il y a les quais et il y a des petites peintures à moi. Tu nous emmènes ou quoi? C'est parti. Vas-y. Si on reconnaît bien, tu m'as dit des schtroumpfs, un peu gang, etc. Je visualisais pas trop. Ouais. Mais je pense que c'est là, on est arrivé là. On est en bas de la Cité de la Mode. Ok. On est sur les quais de Seine. Effectivement, comme tu peux le voir, il y a des schtroumpfs que j'ai peints il y a quelques années de ça. Et donc voilà, ils sont toujours là, ça me fait plaisir de les voir et ça fait partie du paysage maintenant. C'est des schtroumpfs, mais ils sont pas classiques. Moi, quand je vois au niveau des traits, ils sont gang, tu vois, ils font des grimaces. Non, mais je suis obligé de te raconter une petite anecdote par rapport à ça. Ouais, dis-moi. Tu sais, on me pose souvent la question, mais comment ça se fait que tu fais des schtroumpfs, etc. Ouais. Moi, quand je suis sorti de prison, je me suis remis à faire des graffitis, mais je me suis rendu rapidement compte qu'il y a des jeunes issus qui sortent d'école, des mecs super doués en fait, qui faisaient des trucs magnifiques. Et moi, je me suis dit, il va falloir que je me différencie en fait. Et du coup, je voulais montrer quelque chose et qui a un impact. Et du coup, j'ai décidé de faire des schtroumpfs, mais attention, de faire des schtroumpfs en mode Kaira. Tu vois, des schtroumpfs avec des grosses chaînes en or et donc qui ont un côté des schtroumpfs de banlieue, tu vois. Ok. Et ça, comment c'est reçu? Parce que forcément, je pense que ça a dû faire un peu de bruit là si on ne touche pas et tout. Comment est-ce que c'est reçu? Il n'y a pas d'histoire de droit d'auteur, tout ça? Ou dans l'art, peut-être que vous êtes. Alors, pour continuer l'anecdote, ce qui est complètement dingue, c'est que j'ai fait des schtroumpfs comme ça un peu partout dans Paris. Et du coup, à cause des réseaux sociaux ou grâce aux réseaux sociaux, eh ben, ça a un petit peu bougé. C'est parti jusqu'en Belgique où le dessinateur officiel des schtroumpfs, qui s'appelle Miguel Diaz,
à récupérer les photos et puis m'envoyer un message en me disant c'est super ce que tu fais. Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui reprend les Schtroumpfs mais à sa manière, je trouve ça génial et tout, et c'est devenu un pote. Ok, donc lui, il a validé. Il a validé, il a archi validé, et moi j'étais étonné et hyper agréablement surpris. Donc ça veut dire que là, t'es pote avec le mec qui a créé les Schtroumpfs. Alors non seulement je suis pote avec lui, mais récemment il m'a envoyé un message en me disant ce serait cool que tu fasses une œuvre parce que je vais faire une expo en Belgique et je voudrais que ton œuvre y soit. Et donc parmi d'autres grands dessinateurs belges, il y a une grosse expo où il y a eu une œuvre à moi et j'étais archi content. Franchement, c'est grave lourd. Et aussi, tu me disais justement, toujours par rapport aux Schtroumpfs, une dame de chez Paramount, apparemment qui avait... Ah non, mais ça, c'est une autre histoire qui est complètement dingue, en fait. J'ai fait des Schtroumpfs un peu partout sur Paris, des Schtroumpfs un peu qui ont cette gueule-là, tu vois. Et j'en avais fait à République, et à un moment donné, je suis chez mon avocate. On est en train de discuter, et je reçois un message. Le message, un long paragraphe en anglais. Et moi, je maîtrise pas l'anglais à ce point-là, et du coup, je lui dis, tiens, fais-moi la traduction. Elle prend le message, et puis elle fait une tête de fou. Elle me regarde, elle lit le message, et puis je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit non, t'inquiète. Et puis je vois qu'elle répond. Et en fait, mais tu réponds sur mon téléphone, qu'est-ce qui se passe? Et puis je vois qu'elle échange, et à un moment elle dit attends 2 secondes. Et puis le téléphone sonne. Elle parle avec la personne, et elle me dit incroyable, ce qui se passe en fait, c'est que c'est l'une des responsables des studios Paramount qui était à Paris en vacances, et puis elle a vu tes Schtroumpfs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est les 50 ans du dessin animé Bob l'éponge. Et en fait, les studios Paramount sont en train de chercher en ce moment 50 dessinateurs pour représenter Bob l'éponge, mais chacun à leur manière. Et quand elle est tombée sur tes Schtroumpfs, elle s'est dit, lui, je veux qu'il représente la France. Et c'est comme ça que j'ai eu le contrat Paramount, grâce à un graphe que j'ai fait sur Paris. Ah, les Schtroumpfs, on va dire que ça t'a ouvert beaucoup de portes. Et comme t'expliquais à la base, quand tu faisais ça, c'était parce que tu voulais te renouveler, tu voulais venir avec un truc. Exactement, moi je voulais être percutant en fait. Tu sais, moi je suis très communication. Et du coup, comme je te l'ai dit, je sors de vacances forcées, je me remets à graffer. Je me remets à graffer. Et puis il y a trop de tueurs à gages. Il y a des mecs, ils peignent incroyablement bien. Il fallait que je trouve. Enfin, il fallait que je fasse vraiment la différence. Un bon challenger. Exactement. Ok. En tout cas, ça c'est lourd. Moi, en fait, quand je regarde ça, je me dis que c'est quand même fou. Toi, à la base, t'es un mec de la Courneuve. Ouais. Tu grandis à la Courneuve. Quand t'es petit, tu dessines. On te dit, fais quelque chose de sérieux. C'est pas sérieux le dessin. Et du coup, tu lâches le dessin. Tu passes par le placard. C'est-à-dire que tu passes de la Courneuve au Carplat. Tu as des années-lumière de dire que tu as dessiné. Et la réalité, la finalité, c'est qu'aujourd'hui, tu graphes, tu dessines sur Paris, tu as une reconnaissance même de tes pairs déjà dans le milieu. Tu es exposé dans des galeries en France, à Paris et même à travers le monde. Tu fais des collabs avec Paramount, avec le mec qui a créé les Schtroumpfs. Et je trouve que c'est quand même une dinguerie. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Moi, je me dis, c'est vrai que dit comme ça, c'est vrai que c'est complètement dingue. Et ça, je me rends compte surtout d'une chose, c'est que j'ai un talent depuis toujours, inexploité. Et en fait, le jour où je me suis mis à travailler ce talent, je me rends compte que je peux aller loin en fait, que je peux faire des choses, je vois un avenir. Et ce qui me rend dingue, c'est que dans le quartier dans lequel j'ai grandi, dans nos quartiers, mais pas que dans les quartiers, hein, dans les zones rurales, c'est la même chose, il y a les mêmes difficultés. Il y a énormément de jeunes qui ont un talent, des jeunes qui ont quelque chose à donner à la société, mais parfois ils s'en rendent même pas compte. De sa foi. Et du coup, pour moi, c'est du gâchis en fait. Ouais. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai monté mon asso, l'une des raisons pour laquelle je vais devant ces jeunes, je raconte mon parcours de vie, j'échange avec eux en leur disant que moi, je pensais que j'étais bon à rien. Et en fait, il s'avère que j'avais déjà tout en moi. Le trésor, il était déjà en moi. Le trésor, il était en toi, mais tu n'avais pas les machines pour l'extirper. Exactement. En fait, ce que je dis souvent, c'est qu'on est des diamants bruts. On est des diamants bruts et à cause des médias, on nous fait croire qu'on est des morceaux de cailloux vulgaires. Et il y a énormément de jeunes dont c'est le cas en fait. Et en fait, quand on cherche, quand on tombe sur les bonnes personnes, quand on fait le travail adéquat, eh ben, on va tomber sur quelqu'un qui va nous polir. Ou alors on va se polir nous-mêmes. On va se rendre compte en fait qu'on a un diamant jaune. Et pour toi, c'est quoi la réussite? Pour moi, la réussite, j'estime déjà avoir réussi dans la mesure où aujourd'hui je suis heureux.
Aujourd'hui, quand je parle avec mes parents, ils sont plus inquiets, ils ont le sourire. Quand je suis avec les enfants, ben, ils se disent « mon papa, c'est lui, il fait ci, il fait ça ». Pour moi, ça, déjà, Dieu merci, en fait. T'en as combien d'enfants? Moi, j'ai 2 enfants. Les enfants, ils ont quel âge? Ma grande, elle a 23 ans Ok. et le petit, il a 18 ans. Ok, ouais, ils sont grands Ouais, ils quand sont même. grands, ouais. Ils ont conscience un peu du parcours, de la trajectoire. Ouais, bien sûr. Ah, Ah ouais, non, ils connaissent tout mon parcours. Y a aucune gêne sur ça. Après, c'est facile pour moi parce qu'aujourd'hui, on va dire que j'en ressors grandi. Mais effectivement, ils savent d'où je viens et disons que je vais dans une direction et Dieu seul sait comment ça finira. Ok, donc ça veut dire que même en réalité, quand je comprends bien, c'est que même quand à 29 ans, tu avais déjà eu ta fille. 29 ans, j'ai une fille. Elle avait 5 ans à l'époque et moi, je rentre au placard. On me dit que tu pars pour 10 ans. Donc tu dis quand tu vas sortir, elle aura 15 ans. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis dit, il faut que je change mon fusil d'épaule. Il faut que quand je sors d'ici, eh ben, je veux plus qu'on entende Berthé, le banlieusard qui a fait de la prison, Berthé, le braqueur, etc. Je veux qu'on entende que Berthé, il a fait quelque chose de positif. Mais au-delà de ça, moi, je pense même pas simplement aujourd'hui ou demain, je pense à demain, quand moi, je serai mort. Je veux laisser une bonne image. Je veux qu'on dise, regardez ce mec-là, voilà ce qu'il a laissé, et puis surtout qu'on passe de façon positive. Aujourd'hui, tu m'avais également promis qu'on allait faire un tour dans ton atelier. Ouais, carrément. T'as encore quelque chose d'autre à nous dire ou pas par rapport peut-être aux œuvres, des anecdotes, des choses qu'on... Ah, mais des anecdotes, j'en ai plein, mais on va se les raconter au show. On va te raconter au show, on fait comme ça. C'est parti. Vas-y, go. Déjà, bienvenue dans mes ateliers. Donc c'est ici. Voilà, j'ai cet espace. J'ai la chance d'avoir de l'espace pour pouvoir faire des grands tableaux. Ok. Hop. Ah ouais, c'est... J'ai la chance d'avoir un petit peu de place pour pouvoir faire des grandes œuvres. J'ai des murs à disposition pour pouvoir peindre. J'ai la possibilité de faire des grands tableaux, comme tu peux le voir. Comme ça. Je fais des grandes toiles, je fais des petites toiles, je fais des très grandes toiles. Bon, c'est le bordel, hein, mais là, on est dans le vif du sujet, tu vois. Et ce personnage, on le voit dans toutes tes œuvres, très souvent dans tes dessins et tout. Alors, ce personnage, effectivement, c'est mon avatar. Ça me permet en fait de raconter des histoires, de raconter des faits de société, et surtout ça me permet de pouvoir dire des choses. Et c'est pas Berthé qui le dit, c'est ce personnage-là. Du coup, ça me permet surtout de faire des coups de gueule. J'ai compris. Et du coup, tu as fait une BD avec cet avatar-là. Voilà, j'ai fait une BD, j'ai fait même 2 BD avec cet avatar. Okay. Et sur mes réseaux sociaux, je parle beaucoup à travers cet avatar. Aujourd'hui, on parle beaucoup de street art, mais moi j'ai commencé, j'avais 14 ans, avec une bombe à la main, et je peignais sur des murs de façon pas toujours légale, on va dire. Et aujourd'hui, finalement? Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu autre chose, et puis Dieu seul sait ce qu'il en adviendra. Ok. Aujourd'hui, un tableau comme ça, par exemple comme celui-là, ou le Mickey, ou même le gorille que tu as fait là, des tableaux comme ça, ça vaut combien à peu près? Alors j'ai envie de dire, en galerie, ça varie par rapport à comment c'est travaillé, mais des tableaux dans ce genre-là, ça peut aller de 10 à 12 000. Ah ouais, le gorille, ça peut aller de 6 à 9 000. Ça dépend des galeries, ça dépend du travail qu'il y a dessus, voilà. Ça dépend de l'artiste aussi, j'imagine. Ça dépend aussi de l'artiste, effectivement. Ok. Ah non, franchement, c'est très très fort. Hein. Ce qui est marrant, c'est que là, tu peins ça ici, on te prend des dizaines de milliers d'euros. Le même truc, tu le fais dans la rue, tu finis au poste. Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'il y a de marrant, justement. Et après, le message n'est pas le même. Tu vois, sur une peinture sur toile, je vais prendre mon temps. Je vais raconter une autre histoire. Sur les murs, je vais être aussi plus incisif. Je vais mettre mes coups de gueule. Okay. En ce moment, la situation dans le monde, ça part complètement en sucette. Sur un mur, je peux me permettre, à travers mon avatar justement, de créer un vrai coup de gueule en fait. Je peux y aller fort. Sur les tableaux, j'espère que ça atterrira dans le salon de quelqu'un, donc je vais y aller cool. En fonction du lieu aussi, t'as pas le même mood, tu produis pas de la même manière. Ok. Il fait un petit peu froid quand même dans le hangar.
Tu Allez, vois. on va aller se Vas-y. réchauffer. Ouais. Faut se poser un peu comme ça, on Ça marche, continue là-bas. ça marche. Ça te fait quoi de voir tout ça, tu vois, entre aujourd'hui et ta toute première expo que tu faisais rue de Faubourg Saint-Honoré? Bah, je me dis qu'il y a du chemin de parcouru, mais je me dis encore que j'espère que j'en suis qu'au début et que j'ai conscience qu'il y a de la route encore à faire. Donc, encore beaucoup de travail. Je me souviens, moi, la première fois qu'on s'était rencontrés, tu m'avais parlé de cette expo-là, tu vois. Tu m'avais donné une anecdote et moi, directement, je l'ai noté. C'était il y a 1 an et demi, tu vois. Je l'ai noté et depuis, je l'ai gardé dans mon téléphone. Je me suis dit, le jour où je vais l'interviewer, on va en reparler. Je me souviens que tu m'avais expliqué, il y avait tes parents, ils étaient grave fiers. Tu vois, il y avait plein de journalistes qui étaient là, qui leur posaient plein de questions. Et tu vois, de voir leur fils avec autant de monde autour de lui par rapport à son travail, c'était une fierté pour eux. Mais au-delà de ça, tu m'avais aussi dit un truc qui m'avait marqué, c'était que initialement, tu sais, jusqu'au bled du fait que tu avais été en prison, tu étais vu un peu comme, tu vois, un peu comme le vilain petit canard, tu vois. Et aujourd'hui, c'était totalement l'inverse. Pour mes parents, c'était compliqué. Et du fait que je devienne artiste, que j'ai complètement retourné la situation et qu'il se passe des belles choses, qu'aujourd'hui je parle avec les jeunes, qu'il se passe des choses vraiment positives, eh ben, aujourd'hui, effectivement, j'ai conscience que mes parents sont plutôt fiers, que ma famille est plutôt fière et que, encore une fois, jusqu'au bled, c'est parti et qu'aujourd'hui, on parle en positif. Et donc, pour moi, c'est hyper important. Ce jour-là, je m'avais également dit qu'en une soirée, tu avais vendu 55 tableaux. Sur une expo, j'avais vendu 55 œuvres et j'étais hyper fier parce que c'était ma toute première expo. Cette première expo, c'était en quelle année? Du coup, 2010, tu m'avais dit que c'était. Ouais, 2010. Voilà, donc 2010, on est en 2026 maintenant. 16 ans, il s'en est passé pas mal des choses. Tu as brillé par ton talent, tu es entré dans des galeries et tu es passé également, et c'était grâce à une collab avec eux qu'on s'était rencontrés, tu es passé par Starting Block. En fait, c'était une agence qui avait pour ambition de mettre en avant les personnes en fait qui ont un talent et quelque chose de positif en fait. Ok. C'est à l'initiative de Claire Dabrowski et de Booba. Malheureusement, ça a pas duré très longtemps. On a pu travailler peut-être 1 an ou 1 an et demi, je me rappelle plus combien de temps. Ça s'est arrêté. La chance que j'ai, c'est que Booba en fait aujourd'hui continue à me soutenir fort même, et croit en mon talent et continue dans sa lancée, à savoir c'est les mecs comme toi qu'il faut mettre en avant par rapport à ce que tu représentes, par rapport à ce que tu fais, par rapport à tout ce qu'il y a de positif à mettre en avant. Et ben, si je peux t'aider, en fait, je suis là. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire que au vu de ce que tu fais aujourd'hui, au vu de la reconnaissance de ton travail aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer un petit peu que les gens ont fait table rase de l'ancien Berthé et ont laissé place à un nouveau Berthé? Là, aujourd'hui, tu interviens dans des prisons, tu vas parler aux gens. Toi-même, tu étais à la place de ces petits-là à la base. Ouais. Et aujourd'hui, tu vas leur parler. C'est-à-dire qu'on te fait confiance. Tu as cette légitimité-là, tu vois. Alors effectivement, j'ai cette légitimité, et tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand j'arrive dans une prison et que je suis face à des personnes détenues, ben ils ont conscience que en face d'eux, c'est un mec comme eux en fait. C'est un mec qui vient des mêmes quartiers, qui parle de la même façon, sauf que c'est quelqu'un qui a complètement changé son fusil d'épaule et qui boit le verre à moitié plein aujourd'hui. Et donc c'est ce que j'essaie d'emmener, en leur disant qu'on a tous quelque chose, on a tous un don, on a tous un talent. Moi, c'est le dessin, mais toi aussi, tu as ton talent. Juste cherche quel est ton talent et après bosse. Si on dit qu'aujourd'hui, Berthé, il est international, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben, j'ai envie de dire que à partir du moment où mes œuvres commencent à traverser le monde, on peut parler d'international, mais c'est un tout début. Mais ouais, on va rien lâcher. Et un jour, j'aurai le grand sourire, je dirai ouais, je suis international. Pour l'instant, on y va doucement, mais ouais. Qu'est-ce qui te manque là, selon toi là? Ce qui me manque, c'est de la visibilité, c'est le fait de travailler dans beaucoup de pays, pour ne pas dire sur tous les continents. Aujourd'hui, c'est vrai que mon art fait en sorte que j'arrive sur le continent africain avec la sortie d'une BD,
qui sortira à la fin du mois. Avec le fait que mes tableaux passent, aujourd'hui j'expose dans une galerie qui s'appelle la Champop Gallery à Dubaï. C'est tout récent, donc pour moi c'est juste ouf, tu vois. Du fait que il y a des galeries aux États-Unis qui commencent à me parler et me dire que mon travail est intéressant et qu'il faudrait voir comment on pourra travailler ensemble. Donc ouais, c'est en fait comme on dit, petit à petit l'oiseau fait son nid. Donc ok, ouais, là on est peut-être à un tournant, c'est-à-dire que là on a une phase où justement tu passes du Berthet artiste français à Berthet international, tu commences à exposer à travers le monde, tu as des projets. Mais parle-nous-en carrément de la BD, tu vois, qui arrive, si tu peux, bien sûr. Hein. Bien sûr, je peux. Carrément. En fait, c'est une histoire folle qui m'arrive. C'est que je suis appelé, en fait, par les éditions Dupuis. C'est quand même une grande maison d'édition qui a lancé les Schtroumpfs, qui a lancé Gaston Lagaffe, etc. Qui me parle et qui me dit, ben voilà, on aimerait bien travailler avec toi. On a des ambitions africaines. Quand on dit qu'on a des ambitions africaines, c'est qu'on a envie de ramener le goût de la BD en Afrique. Et on est tombé sur toi. On a envie de travailler, attention, on a envie de travailler avec des dessinateurs africains, faire des BD africaines, faites par les Africains et pour les Africains. On a conscience que t'es français, d'origine africaine. Est-ce que tu serais capable de... Et du coup, je leur dis, hey, les gars, moi, je viens du Congo, moi, les gars. Ma famille est originaire du Congo. Moi, mes racines sont du Congo. Et chez moi, dans la culture, il y a la sapologie. Et donc, je leur ai pondu une BD sur la sapologie. Et quand ils ont lu, avec le temps, ils ont lu la BD, ils ont adoré. Et donc, c'est une BD qui sortira à la fin du mois, là. Je crois que c'est le 26 janvier. Ok, on y est déjà. Sur une application qui s'appelle Ono, O-N-O. Il suffit simplement de taper Ono, Berthet One, et vous aurez toutes les informations. C'est une BD digitale. Donc voilà, vous pourrez la lire que vous soyez au fin fond d'Abidjan, ou en Azerbaïdjan, ou aux États-Unis. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose de grand, quelque chose d'important. Et ouais, là, on peut parler d'international. Ah oui, c'est ça que j'allais te dire. J'allais te dire, donc c'est bon au final. La conclusion, c'est que Berthet est international. Selon toi, avec ton regard d'adulte maintenant, pour toi, quand tu regardes le petit Berthet, c'était quoi ses ambitions au final? Qu'est-ce qu'il voulait en fait? Il cherchait quoi, le petit Berthet? Le petit Berthet, il voulait juste exister. Et pour exister, il a fait les mauvais choix. Parce que pour plein de jeunes, certains se reconnaîtront en tout cas, exister, c'est juste que notre nom résonne, je sais pas, briller, avoir une belle voiture ou j'en sais rien. Moi, je voulais juste exister. Et en fait, j'ai fait les choix qui ont fait que je me suis retrouvé en prison. Et à un moment donné, j'ai fait d'autres choix. Et puis, ils me mènent vers des beaux pâturages, on va dire. Ce qui était hier, c'est ce qu'il y a aujourd'hui et c'est ce qu'il y aura demain. Ça veut dire que tous les grands là qu'on voit et qui brillent et qui ont fait les mauvais choix, un jour, eh ben ils seront en galère. Et tous ceux qui travaillent aujourd'hui, qui travaillent dur, on les voit en galère, mais c'est pour avoir un avenir doux. Donc à vous de faire le choix. Bossez maintenant pour que plus tard votre vie soit peace en fait. Les derniers seront les premiers, comme tu avais dit. Les derniers seront les premiers. Moi, en tout cas, je suis content d'avoir passé cette journée avec toi. Merci, monsieur. Laisse-moi te dire que c'est moi, au contraire, je suis hyper fier que Banlieusards Nouveau m'ait choisi. Je suis archi heureux d'avoir fait cette interview avec toi. J'espère que mon petit passage tombera dans les bonnes oreilles et que ça décidera certaines personnes dans les bons choix. Grand passage. Et je ne le dis pas parce que tu es là, mais comme je t'ai dit, on a parlé il y a 2 ans. Et en réalité, moi, j'avais ambitionné de t'interviewer. Ça remonte à 2021. J'étais encore dans les débuts. Tu vois. Trop bien. Donc, je suis très content d'avoir pu faire aujourd'hui cette interview-là. Tu vois, je vais cocher, cocher une ligne là, dans mon petit cahier. Merci. Et on va continuer comme ça. En tout cas, nous, 2026. On est ensemble. Comme on le dit, nous, on est prêts, on croit en nous. Croyez en vous, l'équipe. Là, on a passé une belle journée avec Berthet. Et on espère que vous aussi, vous avez kiffé l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous voulez qu'on reçoive pour le prochain épisode. Restez branchés, il y a beaucoup de belles choses là qui vont arriver. Abonnez-vous, partagez autour de vous. Et voilà, Berthet, on se dit à bientôt mon frérot. Bientôt, un dernier mot pour la fin?
Eh ben, les frères, on est ensemble. Passez sur mon Insta. Allez follow, c'est important, allez follow. C'était Ahmad pour Ball aux Arts Nouveaux, le média du peuple, par nous, pour nous.